Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. 20h pétante à la suite des informés Adil Farkan qu'on pourra retrouver dès demain à partir de 19h, chers auditeurs. Début de semaine, lundi 14 avril. Vous êtes à l'écoute de Beurre FM, la plus belle des radios. Et ce soir, on va parler de quoi? Eh ben oui, c'est Marseille qui prend l'eau du côté du Rocher. Eh oui, à Monaco, dans cette fameuse principauté. 3-0. Voilà, Fanny. Ah, malheureusement pour les hommes de Deserbi, on va revenir sur ce débat-là, le premier de cette émission. Birmingham, prête peut-être à accueillir cette ville anglaise, à accueillir le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. On va revenir sur le match de demain soir qui opposera justement Aston Villa. Match retour de ce quart de finale édition 2024-2025 au Paris Saint-Germain, en bonne posture justement pour ce match retour. Et comme chaque lundi soir, on aura qui? Notre consultant premium, Mourad et son fameux Tea Time pour revenir sur l'actualité du football anglais et pas que. Le débat du jour, on vous laisse pause. Ce Paris Saint-Germain plaît-il à l'Europe du football? Voilà, ça fait tant jaser, parler sur les réseaux sociaux, mais aussi là sur nombre de plateaux radio, plateaux télé. Le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de Beurre FM. Sans plus tarder, on va présenter la fine équipe qui m'accompagne ce soir. Time Sport, le ras-le-bol. Ce soir avec moi autour de la table, on aura HD qui nous accompagnera jusqu'à 21h. Juan José est avec nous. Bonsoir Juan José. Hola, buenas tardes a todos. Comment ça va? Très bien, puisque comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, on aura de la Champions League de demain, mais aussi des après-demain. Et puis, j'attends pas l'exploit du PSG parce que je suis convaincu, et on va en parler, qu'il va passer. Mais j'attends l'exploit du Real Madrid face à l'Arsenal de notre cher Mourad. Le toit sera fermé de Bernabéu, c'est ça. Il y a eu des blagues aussi concernant ça. Une vraie cocotte minute pour faire exploser on ne sait pas qui. On va voir. Bonsoir Mourad, comment ça va? Ça va très bien, bonsoir à tous, bonsoir Bilal. Écoute, faut faire attention Mourad. Là tu tends le bâton pour te faire battre, Juan José, parce que Bilal entrouvre une porte en disant que le toit sera fermé du Bernabéu. Mais tu sais ce qu'on dit? Justement, on dit que le riz sera même mieux cuit, justement. On parle du riz de Declan Rice, bien sûr. C'est ça. Donc faut faire attention, justement. Ben voilà, la petite blagounette. Declan Rice très chaud. Voilà. Et pas passer inaperçu sur les réseaux sociaux. Ah, bien sûr, ça. Bien sûr. Tout à fait. Mourad est avec nous, justement. Cette équipe du Real Madrid, revancharde. En tout cas, il va falloir être, justement, à Madrid, face aux Gunners d'Arsenal, d'Arteta, ce mercredi 21h. Allez, à la réalisation, on va passer le petit clin d'œil. Oui, Mourad, vas-y. Non, en fait, avant de donner juste avant de revenir sur l'OM et donner la parole à Solal. Alors. Juste par rapport à cet avant-match Real Madrid-Arsenal, ça me fait penser, alors je parle sous le contrôle de Juan José, ça fait penser un peu à l'avant-match du match retour Barcelone-Paris Saint-Germain à l'époque d'Unai Emery. Donc on sent qu'il y a une émulsion autour du Real Madrid en prétendant, à travers une pression médiatique, en prétendant que la remontada est possible. Et bien sûr que la remontada est possible parce que il n'y a pas plus remontadable qu'Arsenal, justement. Bien sûr, Arsenal a réalisé une performance incroyable à l'Emirates, mais il y a toujours, alors je sais pas, il y a qu'à voir l'histoire du club. Ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Qui de mieux, justement, que le Real Madrid pour réaliser une remontada? Et le Real Madrid a 15 Ligues des Champions, mais n'a pas de remontada à son palmarès. Donc, entre guillemets, de remontada aussi imposante que celle du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain d'Unai Emery à l'époque. Donc voilà, donc ça peut être une autre ligne en plus sur celle du Real Madrid, mais attention, voilà, Arsenal est remontadable, mais ils s'avouent pas vaincus. Voilà, ils vont jouer avec leurs armes au match retour. Ce Real Madrid avec les hommes d'Arteta, les Gunners, les canonniers londoniens. La parole à Solal. Bonsoir Solal, comment ça va? Buonasera a tutti, j'espère que vous allez bien, chers auditeurs et chères auditrices. 20h, 21h tout simplement sur les ondes de Beurre FM avec Time Sport qui s'installe pendant 1 heure pour parler de l'actualité sportive. Et forcément, oui, le Real qui fait le pressing médiatique, mais est-ce que ça suffira quand le Real gagne 1-0 face à Alaves? Très difficilement d'ailleurs, avec un carton rouge, le 4e dans la carrière professionnelle de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est vrai. Forcément, là, il y a eu un carton comparé rouge, à Alaves et Arsenal, c'est antinomique. Mais bon, on va dire que le Real Madrid a l'avantage en Ligue des Champions. Jusqu'à quand? Pour combien de buts? On va en parler ce soir, mais évidemment le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille nous donnent du grain à moudre. Justement, Solal, Marseille corrigé dans l'antre monégasque du côté du stade Louis II à Monaco ce week-end. Match de 17h ce samedi soir et Monaco qui s'empare de la seconde place pour le compte de cette 29e journée de Ligue 1 McDonald's. On en parle avec toi, Juan José.
Et quel décolletade. Ouais, quand même, 3-0, même si c'est Monaco, même si c'est des équipes qui effectivement sont en lutte pour gagner cette 12e place derrière le PSG, mais ça n'empêche que le match n'étant pas non plus un match de grande qualité pour nous faire rêver. Mais ce qui se passe à Marseille est vraiment inquiétant. Ils ont déjà perdu donc cette 12e place. La fin de championnat. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle tous les lundis autour de cette équipe de Marseille. Et ce qui devient le plus inquiétant, c'est que autant il y a d'autres équipes comme Lyon qui sont dans une dynamique favorable, autant Marseille est rentré dans une dynamique complètement folle où effectivement ils n'arrivent pas à gagner, ils n'arrivent pas à bien jouer. À un moment donné, ils jouaient pas bien, mais ils gagnaient et ils avaient assuré une 12e place qu'on pensait qu'elle pouvait leur rester pendant longtemps. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Marseille est méconnaissable et un peu comme il l'a été tout au long de la saison avec des hauts et des bas. Mais ça tombe très mal, ces bas à ces moments de la compétition quand on est 12e, quand on se retrouve 3e et surtout qu'il n'y a pas le jeu derrière pour assurer la qualité dont on a besoin pour pouvoir aller peut-être décrocher cette 12e place qui ne serait pas méritée. Le niveau, Mourad, avec HD concernant l'Olympique de Marseille. Concernant moi, j'en ai marre en fait. Semaine après semaine, c'est toujours le même débat. J'en ai marre de dresser des portraits psychologiques, de faire de la psychanalyse sur Roberto De Zerbi, sur Longoria, sur le tandem avec Mehdi Benassia, sur la gestion des contrats existants, etc. On a l'impression de faire de l'extra sportif à chaque fois. Là, j'ai envie de me cantonner au terrain et d'avoir une analyse à la fois sur le terrain, mais aussi une analyse mathématique. Quand tu perds quand c'est 4 défaites en 5 matchs et qu'en face du côté de l'AS Monaco t'es sur 4 victoires en 6 matchs, forcément l'écart se creuse. Et ensuite quand on regarde purement le match de samedi, franchement j'ai envie de sortir de ce débat là sur les analyses des choix de Roberto De Zerbi. Mais quand on regarde le premier but par exemple, on a 7 défenseurs dans la surface justement et ça finit sur un but de Minamino, l'international japonais. Donc on voit qu'il y a une passivité de la défense qui est incroyable. Il y a un raté aussi de Luis Enrique. On faisait beaucoup de louanges sur Luis Enrique en début de saison, mais le raté de Luis Enrique, il est tout simplement incroyable. Il loupe l'immanquable juste avant la mi-temps. Donc là, on est sur des faits footballistiques. Tu vois ce que je veux dire? Et on a aussi l'alignement de Luis Enrique qui est catastrophique sur le but de Mbolo. On a Rouli qui se sacrifie sur le penalty. Et quand on voit comment ils sont positionnés, Dedic et Garcia, c'était tout simplement catastrophique. Donc sur le terrain, pour faire une analyse, la performance défensive est pas du tout au niveau. On l'a dit depuis le début maintes fois sur Time Sport depuis le début de la saison. L'écart il est trop important entre le potentiel offensif de cette équipe de l'Olympique de Marseille et quelques leaders sur le terrain et ce que tu as aujourd'hui comme défenseur. Je sais pas, à un moment donné, il faut peut-être revoir la stratégie de Pablo Longoria quand tu vois que au milieu de terrain, sachant que tu joues pas de Coupe d'Europe, que tu as 4 milieux de terrain, le niveau pour 2 postes, et en défense centrale, que tu as potentiellement 3 postes pour, on va dire, 3 éligibles, alors que la plupart de tes défenseurs centraux sont soit des milieux défensifs reconvertis, soit des latéraux, etc. Donc il y a un problème de stratégie, de vision, de stabilité qui est pas cohérent. Ça manque de cohérence, ce projet-là. Et comme on l'a dit depuis le début de la saison sur Time Sport, on le dit, je pense qu'on est sur un projet en transition. Il n'a pas les éléments, les atouts pour appliquer ce qu'il a en tête justement Roberto De Zerbi. Et ça va prendre du temps. Mais là, en l'occurrence, en l'état actuel, il y a un déséquilibre qui est affligeant. Le titre est, excusez-moi, nos confrères de l'équipe, l'OM n'a pas donc le niveau pour la Ligue des Champions peut-être. HD qui nous a rejoint. Bonsoir HD. Salut Bilal, bonsoir à tous. On l'écoute HD. Marseille. Déjà, je voulais parler de Monaco. Ouais. Parce que bien sûr, ce match-là, Monaco, je trouve que à mon avis, c'est important au-delà des difficultés que traverse Marseille actuellement. Moi, j'ai trouvé une équipe de Monaco qui était cohérente dans ce qu'elle proposait. C'est-à-dire qu'il y a dans le jeu t'as Mbolo qui a fait un très très bon match. Il a impliqué sur les 3 buts, mais globalement, il y a une performance collective de Monaco que moi j'ai pas vu du côté de Marseille. C'est-à-dire que Monaco, tu peux décrire à peu près leur jeu, le rôle de chacun, Minamino, Akliouche, justement le lien entre les attaquants, le milieu de terrain.
Voilà, il y a une défense qui est cohérente. Il y a des latéraux aussi qui participent au jeu. Marseille, c'était assez sporadique. C'est-à-dire qu'il y avait des initiatives. À un moment donné, il y a un joueur, ça peut être Greenwood, ça peut être Enrique, ça peut être Rabiot, mais c'est moins cohérent. Il y a moins un fond de jeu qui ressort, où tu dis voilà, Marseille joue de cette manière-là. C'était quelque chose qu'on pouvait voir un petit peu en première partie de saison, mais là globalement on a l'impression que ça s'étiole. Alors peut-être c'est lié aussi aux blessures, au fait que voilà, De Zerbi il essaye des choses parce qu'il y arrive pas. Mais c'est vrai que pour moi le principal problème, c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on ne voit plus un jeu marseillais, et que les résultats qu'on voit depuis le début de l'année, c'est-à-dire où il y a un ralentissement petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a des défaites, notamment face à des adversaires directs, qui font que progressivement Marseille recule au classement, et ça donne des idées à un nombre de plus en plus grand d'équipes pour l'Europe. Une équipe comme Strasbourg, qui aujourd'hui peut se poser légitimement la question d'aller en Ligue des Champions, c'est improbable. Quand tu vois la défense de Monaco, il y a de quoi être rassuré aussi. Hein. Je pense que c'est top 3 Ligue 1 sans problème. Vanderson, Caio Henrique, c'est des joueurs qui sont quand même assez cotés sur le marché. C'est des latéraux qui ont la cote. Singo, il est plus à présenter. Timo Kerrer, il a quand même accumulé pas mal d'expérience. Donc il y a un minimum de cohérence, comme l'a dit HD. Il y a de la stabilité et il y a de l'expérience. Donc côté marseillais, c'est chaotique. En fait, on est sur l'expérimentation perpétuelle. On est sur des joueurs en reconversion, des latéraux, des milieux défensifs. Et donc je ne peux pas aller très loin avec une équipe comme ça. Problème donc en à un moment donné se pose. C'est toujours les montagnes russes. Voilà, se pose la stratégie de recrutement de Pablo Longoria. Et là, je pense qu'on va encore avoir droit à la lessive semestrielle de Pablo Longoria cet été. On va encore réinventer l'eau chaude en recrutant des profils. Par exemple, Luis Felipe, qui a été recruté. Voilà. Mbemba mis de côté. Quel recrutement catastrophique. Voilà. Chancel Mbemba, libérer Chancel Mbemba, on l'avait dit la semaine dernière, et depuis très longtemps. Donc voilà, je sais pas, défensivement, c'est ne pas avoir vu cela venir, c'est limite à la limite de l'erreur professionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et même les auditeurs et les auditrices aussi l'ont compris. Alors Mourad, une petite réaction. Solal, on t'écoute, on va revenir à Juan José. Alors il voulait réagir sur ça. C'est vrai que dans ce grand carnaval qu'est la Ligue 1, quand t'as un club comme l'Olympique de Marseille qui aspire à se déguiser en grand club, in fine les masques tombent, et j'ai envie de dire que c'était un peu prévisible dans la mesure où pour l'OM, Marseille aspire depuis le début de la saison à battre le PSG, à se faire une place en Ligue 1, mais tout comme disait Bilal, les montagnes russes, au final, c'est devenu récurrent du côté de Marseille, dans la mesure où en fait j'ai l'impression que cette saison-là ressemble un peu au final à la saison 2022-2023. La saison 2023-2024 ressemblait à la saison 2020-2021, et que Marseille, qui avait cette force-là à une certaine époque d'avoir une constance, que ce soit sur le plan européen mais aussi sur le plan français, a totalement perdu ses moyens. Quand je parle de moyens, je parle aussi de moyens financiers. C'est là que je vous rejoins par rapport au mercato, se poser des bonnes questions. C'est vrai que voilà, aujourd'hui on accusait le PSG de mettre des moyens énormes pour venir recruter des Neymar, des Messi, des Zlatan Ibrahimovic. Au final, je pense que Marseille a l'exemple même avec le Paris Saint-Germain de cette saison d'un mercato réussi. En fait, c'est pas des gros joueurs finalement qui peuvent constituer des gros effectifs. Marseille l'a compris, mais il manque encore quelque chose, je pense. C'est quelque chose, Solal, tu as bien raison, mais Paris c'est au-dessus. Avec Mourad. Allez-y. Il y a quelque chose. Je disais qu'effectivement Marseille est en dents de scie depuis le début de la saison, mais à vous entendre parler, vous tapez sur le cadavre. Mais écoutez, vous exagérez quand même un tout petit peu. On ne peut pas prétendre que toutes les fautes reviennent au président à Longoria, parce qu'il n'a pas fait le bon recrutement. Sauf que quand cela fait référence à la saison 22-23, je vous rappelle que quand même s'ils ne sont pas à son meilleur niveau, c'est la meilleure saison avec cette équipe des nuls, à vous entendre parler. Ils sont capables de se qualifier pour la Champions League. Et peut-être 12e du championnat. Donc, on commence à taper sur Marseille, et je suis d'accord avec vous, parce que le jeu n'accompagne pas, parce que c'est des dons de scie tout au long de la saison. Mais si tu regardes ce qu'ils ont fait, excuse-moi, c'est la meilleure équipe au niveau du classement depuis 4 saisons. Pour moi, c'est tout à fait légitime. Alors, légitime pour toi. Moi, c'est légitime. On ne peut pas taper tout le temps sur le président Longoria, parce que comment tu veux recruter quand ton équipe est 12e du championnat et que tu vois que ça marche? Pourquoi je vais recruter? Personne ne recrute. De la même façon, posons-nous la question sur des Serbie. Pourtant, c'est recruté là. Tu l'as fait tout à l'heure.
Mais en même temps, il va falloir quand même si tu es fatigué de le faire, de s'intéresser à la question mentale de cette équipe qui, ayant quand même des capacités pour être deuxième du championnat français, il y a des mois, il y a des périodes où ils n'arrivent plus. Pour moi, il y a deux analyses là-dessus, deux grilles de lecture. La première grille de lecture, c'est la gestion de Pablo Longoria pour moi, et ça commence à devenir très très dangereux parce que saison après saison, la gestion des contrats est de plus en plus compliquée du côté de l'Olympique de Marseille. Et ça, je pense que ça joue contre le club. Et la deuxième partie, elle est purement footballistique par rapport à la saison dernière. Là, cette année, ils n'ont pas de Coupe d'Europe. La saison dernière, ils ont eu un super parcours en Coupe de l'UEFA avec la victoire de l'Atalanta, etc. Il y avait Aubameyang qui avait performé, etc., qui mettait des buts. Là, cette saison, ils jouent que le championnat. Et on a recruté un des penseurs du football européen, Roberto De Zerbi. Il y a des leaders qui aspirent à autre chose que de jouer simplement à la Ligue 1 cette saison. Ça a parlé, Rabiot aussi. Et t'arrives pas justement à accrocher de sécuriser cette place qualificative directement à la Ligue des Champions, et à chaque fois, et tu perds des points à domicile face à des équipes modestes comme le Stade de Reims, comme la Auxerre, et j'en passe. Tu vois beaucoup. Donc, et à chaque fois remettre l'argument de l'écart de budget entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, alors que toi tu peux réaliser ton travail de ton côté juste avec les moyens dont tu possèdes. Merci Mourad. La sortie piquante en zone mixte de l'international français Adrien Rabiot. Si je vous parle, je vais dire des dingueries. Ça aussi. J'en ai marre aussi de ces déclarations. Dans Mourad, on va revenir. Allez, une courte pause et on revient avec toute l'équipe de TimeSport. TimeSport revient dans un instant. 20h, 21h, TimeSport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. De retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h19. Vous êtes à l'écoute de la plus belle radio, chers auditrices et auditeurs, en ce début de semaine, lundi 14 avril. Voilà, rien que ça. Et on parle de l'Olympique de Marseille qui s'était déplacé du côté de Monaco dans la principauté. Et oui, à Monte-Carlo, le stade de lui de 3-0 ce samedi 15h. On va revenir avec Mourad qui nous accompagne. On aura le tea time comme chaque lundi soir sur cette antenne. Juan José aussi. On nous dit il faut pas trop défendre Longoria. C'est Shekib des Sheke Match et en compagnie aussi de HD. Allez, sans plus tarder, on revient avec Marseille. TimeSport. La parole des sociaux. Non, Bilal, on t'écoute, Mourad. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Juan José. Juan José, il est tout à fait légitime de dire que il y a aussi les joueurs qui sont aussi responsables de la situation de l'Olympique de Marseille. Mais pour l'image du club, quand on regarde la gestion de certains contrats, quand on pense ce qui a été réalisé avec Jonathan Klaus, ce qui a été fait avec Verretou, qui sont deux internationaux français, avec Chancel Mbemba, libéré Chancel Mbemba d'ailleurs au passage encore une fois, on voit que ça impacte l'image du club. Les supporters et les supportrices, ils sont pas trop d'accord avec ça. Bien sûr, mais hier, sur chaque passe verticale, l'Olympique de Marseille, il se faisait ouvrir. Tu vois ce que je veux dire? Donc un Chancel Mbemba, est-ce qu'il n'aurait pas fait du bien hier quand tu vois la défense de l'Olympique de Marseille, un Kondogbia, un milieu défensif reconverti, un Murillo, un Garcia qui a été catastrophique, un Dedic, même un Merlin qui ne sont pas des défenseurs de métier, qui sont ouvrir sur chaque passe verticale. Est-ce qu'un Chancel Mbemba n'aurait pas fait du bien? Donc parfois la partie business, il faut la mettre de côté au profit de la partie sportive. Tu vois ce que je veux dire? Le sport, il doit toujours privilégier sur le business. Et je pense que c'est là où le bas blesse concernant Pablo Longoria et le duo avec Mehdi Benassia. Je pense que c'est là qu'ils auraient dû insuffler. Et on sait ce qui s'est passé avec l'entraîneur de la réserve, les échanges de mots, etc., pour Chancel Mbemba. Mais à un moment donné, il faut être pragmatique. Et on se dit qu'il reste 5 journées. Il y a un joueur qui a été mis au placard, il vaut potentiellement de l'argent. Il faut aligner ta meilleure équipe possible et s'asseoir sur des questions d'ego pour essayer d'accrocher cette Ligue des Champions, parce que ce serait une catastrophe industrielle pour l'Olympique de Marseille de ne pas se qualifier. Il reste 5 journées. Ils sont à 1 point de Monaco. Donc c'est le moment. Et Roberto De Zerbi, il doit aussi justifier sa fonction et justifier son rôle de génie à un moment donné. Donc après il y a toute cette partie où t'as 3. Pourquoi mettre 3 défenseurs alors que toute ta défense est quasiment médiocre, en plus de l'absence de Balerdi, qui pour moi c'est, on va dire, ça le fait passer pour Paolo Maldini, alors que déjà c'est un défenseur qui est moyen, il a cette grinta pour moi, même s'il représente bien l'OM, mais déjà c'est limité, d'accord? Donc t'as 3 défenseurs, t'en as 4 qui sont médiocres et tu mobilises 3 postes
de défenseurs centraux sur le 11 de départ de l'OM. Libère un poste de défenseur central, joue avec une défense à 4, comme l'AS Monaco en face, et essaye de renforcer ton milieu de terrain, renforcer ton attaque où tu as des problèmes, parce que en fait, il y a un ruissellement par le bas qui se fait. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain, par exemple. Marquinhos était toujours accusé de fébrilité. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas de pressing devant, le milieu de terrain était débordé, et ensuite, ça a impacté directement Marquinhos. Et c'est ce qui se passe à l'OM. On a l'impression que même les attaquants ont peur de tenter, parce que ça va impacter la performance des attaquants. Ensuite, c'est les milieux de terrain qui sont exposés. On voit à chaque fois des boulettes de Benasser, de Rongier, etc., qui impactent directement la défense, qui est déjà médiocre. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un ruissellement qui se fait tout de suite sur la défense, et c'est à Roberto De Zerbi de prendre des décisions, de prendre des choses en main, de rectifier tout ça. Alors, on va retrouver un chiffre qui, pour moi, peut éclairer un peu le débat qu'on a, c'est que quand on regarde la saison de Marseille, il y a que 5 matchs en championnat où l'OM n'a pas pris de but. Ça veut dire que même avant les difficultés qu'on voit depuis le début de l'année, Marseille était une équipe qui avait plutôt tendance à gagner ses matchs en marquant plus de buts que l'adversaire. Voilà, ce qui en Ligue 1 n'est pas forcément la tendance, mais c'était la manière dont Marseille jouait. Moi, par exemple, je me souviens du match contre Lyon où ils gagnent 3-2. C'est un peu la manière dont Marseille avait tendance à gagner. Et là, un des problèmes qu'il y a, c'est que Marseille, on souligne les problèmes défensifs parce que Marseille continue à prendre beaucoup de buts, mais ils en mettent moins aussi. C'est-à-dire que finalement, au mercato d'hiver, et après la question c'est, dans la prise de décision, est-ce que c'est plutôt De Zerbi, plutôt Longoria? Il y a un choix qui a été fait de prendre des joueurs plutôt au milieu de terrain et à vocation offensive, c'est-à-dire Gouiri et Benasser. Il n'y a pas eu forcément soit une opportunité, soit en tout cas une volonté d'aller chercher un joueur de complément qui aurait permis de renforcer peut-être un peu plus la défense. Donc on est resté sur une logique de dire voilà, on est une équipe tournée vers l'avant, on essaye de marquer plus de buts que l'adversaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs offensifs de l'OM marquent moins qu'en première partie de saison. Alors, est-ce que c'est parce que les défenses adverses se sont adaptées? Quand tu fais jouer Jonathan Reu en attaquant de pointe aussi, c'est compliqué d'en mettre plus que l'adversaire. Quand tu vois les performances de Monaco en Ligue des Champions, que ce soit face au Barça, face au Benfica, etc., c'est difficile quand tu vois le trident offensif de l'Olympique de Marseille. Tu vois, Adrien Rabiot qui est un milieu défensif. Non, mais je te rejoins tout à fait. C'est-à-dire que tu peux prétendre à marquer plus que l'adversaire quand tu as les joueurs pour. Mais si tu joues avec Jonathan Reu, Adrien Rabiot qui n'est pas un ailier de métier, et Mason Greenwood qui est en crise de confiance. D'ailleurs, ça parle même de le pousser vers la sortie. Vous avez vu ce qui s'est dit, il y a eu des bris de couloir, etc. Dont certains joueurs voudraient pousser Greenwood vers la sortie parce que apparemment il n'y a pas assez d'implication, pas assez de professionnalisme, etc. Comment est-ce que tu veux marquer plus que l'AS Monaco face à cette défense-là? Alors, on termine avec HD, on revient à toi, Juan José, il n'y a pas de problème. Mais donc ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que dans l'énervement qu'on peut voir de De Zerbi, il y a peut-être aussi un problème, c'est-à-dire qu'il a peut-être un logiciel, il est peut-être venu avec une idée de jeu à l'Olympique de Marseille par rapport à l'effectif qu'il pouvait avoir en début de saison, et il a fait quelques ajustements, et aujourd'hui il n'arrive plus à faire ce qu'il veut. Donc la question c'est, est-ce que sur les 5 derniers matchs, quelque part, il doit être pragmatique et aller chercher les points comme ont pu le faire des entraîneurs comme Guéretz, Deschamps, où c'était pas le plus beau Marseille, mais ça permettait d'avoir des résultats. Tu peux même dire en mode Dupraz. Tu vois ce que je veux dire? En mode Pascal Dupraz. Parce que le paradoxe dans cette situation, c'est que Marseille a toujours son destin en main. C'est-à-dire que s'ils font 5 matchs pas très beaux, mais qu'ils arrivent à prendre les points dont ils ont besoin, ils peuvent être en Ligue des Champions. Marseille reçoit Montpellier, après reçoit encore Brest, va à Lille, se déplace au Havre et termine avec Rennes tout de même. Et Monaco va recevoir Strasbourg qui veut aussi se qualifier. Parmi les 4 premiers, ça va être un match important pour Monaco. Mais tu parlais des chiffres. Alors vas-y, Juan José. Voyons les chiffres. L'attaque de Marseille est la deuxième attaque du championnat. À égalité avec Monaco. Avec Monaco. C'est pas faux ça, moi. Et Lyon, parce que les 3 équipes ont marqué 57 buts. Les 3 équipes. Donc c'est vrai qu'ils marquent moins, c'est pour ça qu'ils se sont fait rejoindre. Mais l'attaque de Marseille reste la deuxième meilleure attaque de le rappeler, championnat. Et la défense de Marseille n'est pas, elle est mauvaise, d'accord, par rapport à d'autres. Par rapport aux prétentions. Sauf que, il y a que 2 buts de différence avec Monaco, qui en a encaissé 39, ou Lyon qui en a encaissé aussi 39. Marseille, c'est 41 buts. 41 buts. Donc, si vous enlevez les 3 qui a encaissé face à Monaco, c'est même moins. Donc, tout est relatif. Quand vous parlez des chiffres, oui, parlons des chiffres.
c'est la meilleure attaque après le PSG et c'est la meilleure défense après. Donc, si tu veux, on peut tout dire. On peut tout faire dire aux chiffres. Mais aussi, on peut critiquer. Mais il a bien fait de le rappeler. Les chiffres, je rappelle les chiffres. Elles sont là. Merci. C'est une saison. Il a raison. Ouais, bien sûr. On termine avec Marseille et Monaco. On a tout dit. Non, Marseille et Monaco, on a tout dit. Maintenant, c'est une course à la Ligue des Champions qui est indécise. Oui. Et maintenant, il faut se mettre en mode Coupe de France. Dernier club français en Champions League édition 2024-2025. Ça fait sourire la réalisation. On la personne de Solal, c'est Aston Villa. Et oui, la ville de Birmingham qui s'apprête à accueillir ce retour de ce quart de finale. Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique avec les bookmakers français. Juste la probabilité de victoire de chance pour Aston Villa, 29%. Prolongation à 25% et 46% de chance de victoire pour le Paris Saint-Germain du côté de Villa Park. On le rappelle, le match dès demain soir 21h, ça sera l'avant-match sur l'antenne de Beurre FM et on en parlera aussi avec lui et toute son équipe dans la matinale. Mourad, c'est parisien. Oui, cette équipe plaît tant à l'Europe du football. À beaucoup de monde. Moi qui m'intéresse beaucoup à la Première Ligue, il y a beaucoup d'échos positifs sur l'Olympique de Marseille. Sur le Paris Saint-Germain. Surtout pas l'Olympique de Marseille. Non. Sur le Paris Saint-Germain. Effectivement. D'ailleurs, il y a un débat qui revient beaucoup sur la table en ce moment. C'est Vitinha, l'international portugais, qui a eu un passage du côté de Wolverhampton. Qui n'a pas été très remarqué, qui a joué, je crois, peut-être une vingtaine de matchs, et qui aujourd'hui, l'audience anglaise le voit transformé au Paris Saint-Germain. C'est peut-être un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Donc voilà, le Paris Saint-Germain intéresse. Et donc il séduit beaucoup du côté des observateurs anglais, notamment à travers les émissions qui ont pignon sur rue. Je pense à Gary Lineker, aux anciens joueurs comme Gary Neville, etc., qui plébiscitent beaucoup le Paris Saint-Germain. Et ça fait plaisir, surtout quand on voit le climat médiatique qu'il y a eu autour du Paris Saint-Germain en France. On a toujours été dubitatif, où Luis Enrique a été beaucoup décrié. Donc là-bas, ils se lâchent un peu plus. Voilà, ils sont plus en mode observateur adepte du beau jeu que en mode Luis Enrique. Sa relation avec les médias, elle est pas au top. Donc on y va à tâtons. Pourtant, il n'y a plus personne dans les salles de conférence de presse, on a l'impression. Plus le gars va loin et plus il n'y a plus personne. Il faudra m'expliquer ça. Il a dit tout à l'heure en conférence de presse. Il a dit que il n'y a plus personne. Plus les journalistes me décriaient et plus mon projet aboutit. Mais c'est ça. Mais il n'y a plus personne dans les salles de conférence. Non, mais c'est un truc de fou. Mourad, moi je suis d'accord. Pour ça, il est sympa. Avec Achille, il est sympa en plus. Il répond. Non, mais c'est vrai. Il répond à chaque fois très très bien et longuement. Écoute, après, si tu poses des questions basiques, il va te répondre. Mais si tu poses des questions qui dérangent, tout à l'heure, j'ai un journaliste de l'équipe qui a posé une question. C'est même pas une question qui dérange. Alors, je crois que c'était sur Donnarumma. Il a dit question suivante. Donc en fait, voilà, il a ses humeurs. Il choisit ses questions. Il y en a qui choisissent leurs réponses. Lui, il choisit ses questions. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Après, c'est de la gestion, c'est de la com. Il protège son équipe. Et il s'en fout de ce que disent les médias. L'opinion publique, il en a rien à cirer. Juan José, 15 avril, demain soir, 21h, Villa Park, comme le disait, c'est bien Mourad, Aston Villa, Paris Saint-Germain, quart de finale retour. Voilà, le PSG qui va devoir confirmer la très belle prestation au Parc de Prince avec ce 3-1 face à Aston Villa. Il faut quand même toujours se méfier de ces équipes anglaises, d'autant plus qu'Aston Villa n'est pas encore qualifié pour la Champions League du côté de l'Angleterre, mais qui ce week-end a fait quand même un joli carton face à Southampton, 3-0 à l'extérieur. Cela dit, effectivement, la confiance, elle manque du côté de Marseille, mais elle est là du côté du PSG. Et pour parler si cette équipe plaît en Europe, oui, elle plaît en Angleterre, elle plaît aussi en Espagne, mais bien sûr, nous avons une relation de haine-amour avec le PSG en particulier, donc on a toujours un œil attentif. On veut croire que si le PSG est à tel niveau aujourd'hui, c'est grâce à Luis Enrique, parce que c'est un entraîneur espagnol, sinon il ne serait pas à ces niveaux. Mais en même temps, il y a énormément des défiances des supporters et du football espagnol envers le PSG. On connaît les mauvaises relations du PSG, du président du PSG avec le FC Barça, avec Florentino Pérez, avec l'Atlético Madrid, parce que ce sont deux systèmes qui s'opposent. C'est le président de l'ECA avec le projet de la Super League et Nasser Khelaifi qui s'y est opposé, pas forcément pour des raisons sportives mais pour des raisons idéologiques. Donc voilà, et c'est tout à fait légitime. Mais après
oui, non, est-ce c'est pour ça que que c'est la un stratégie relâchement. économique du Real Madrid ou du FC Barcelone basée sur la dette est beaucoup plus saine que celle du Paris Saint-Germain basée sur des fonds souverains, ou celle d'oligarques américains ou russes de certains clubs anglais, par exemple? Moi, j'en suis pas sûr. Oui, tu n'es pas sûr, mais tu peux permettre. Mais c'est un débat. Non, mais c'est vrai parce que un débat qu'en France, on essaye de sortir tout le temps pour expliquer ce qui est tout à fait explicable en fait. La dette, c'est la dette qui est payée par les socios. Je vous rappelle que le Real Madrid et le Barça, ce ne sont pas des sociétés sportives, ce sont des sociétés sportives. Ça, on en est conscient. C'est des adhérents. La dette, elle est fournie par les banques. Elle n'est pas fournie par des États, ni par des oligarques. Ce sont les banques qui... et ce sont des prêts garantis par les adhérents des socios du Real Madrid et du Barcelone. Donc, arrêtez de parler si c'est mieux ou c'est pas mieux. Ce qui est sûr, c'est que ce sont les socios qui payent la dette. Ça, c'est par contre, mais bien c'est sûr. sûr. On en parle mais quand à chaque fois tu sacrifies des actifs, ça peut être une partie des tribunes de Manchester United, ça peut être une partie du sponsor. Quand tu te drapes d'une vertu en disant nous, le FC Barcelone, on joue sans sponsor, etc. Mais que l'année d'après tu mets Spotify et que l'année suivante tu amputes ton salon justement en tribune pour des sociétés tierces, etc. Donc, merci Mourad. On va revenir sur le Paris Saint-Germain, c'est promis. Avec aussi. C'est une question de valeur. Non, mais aussi on va revenir avec HD concernant le match Aston Villa Paris Saint-Germain de demain soir 21h. Vitinha, qui ont parlé quand presque personne ne le connaissait. Check match encore une fois. Chekib, que nous aimons tant. Voilà qui est à l'écoute avec une magnifique photo qu'il nous a envoyée concernant le coach. Assez connu. C'est vrai que c'est un visionnaire. C'est vrai que c'est un visionnaire. Très visionnaire le Chekib. Allez, une courte pause la dernière et on revient avec le Tea Time mais aussi le Paris Saint-Germain. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. Voilà, 20h35, c'est la dernière partie de cette émission Time Sport. On va retrouver, le Paris Saint-Germain qui se déplace du côté de l'Angleterre, Birmingham, Aston Villa, avec notre consultant journaliste HD. Time Sport, le mode pressing. 21h dès demain, mardi soir, 15 avril. HD, on t'écoute, les Parisiens. Moi, un des aspects qui m'intéresse dans ce match, ça va être la réponse de Unai Emery, qui pour moi, tactiquement, il a été battu sur le match aller. Il veut tout gagner, HD. Dans la plupart des choix qu'il a fait, il s'est pas forcément trompé, mais en tout cas, voilà, ça n'a pas été couronné de succès sur le match aller. Le PSG était capable de marquer sur différents types de situations, coup de pied arrêté, contre-attaque et attaque placée. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça met en valeur la supériorité d'une équipe, à la fois par rapport aux joueurs que tu as sur le terrain, mais aussi par rapport aux choix qui ont été faits par un entraîneur. Donc moi, j'attends de voir un peu les réponses qui vont être faites par Unai Emery, notamment sur l'aspect offensif, parce qu'il a en gros, il a un choix à faire entre Rashford, qui est un peu celui qu'il a mis au match aller, ça n'a pas forcément très bien fonctionné. On l'a vu aussi en championnat là, ce week-end contre Southampton, il n'a pas été flamboyant, et un joueur comme Watkins qui est capable de marquer, mais qui pour l'instant cette année en Champions League il n'a pas encore vraiment performé de manière régulière. Du côté des supporters d'Aston Villa, on mise beaucoup sur Oli Watkins pour être le libérateur face au Paris Saint-Germain. Après, je rejoins totalement HD sur ce qu'il dit, sur le fait que c'est encore une fois Unai Emery face à Luis Enrique. On a l'impression que Unai Emery veut rendre cette remontada à Luis Enrique. Moi, j'ai écouté sa conférence de presse. Il dit on a même prévu l'imprévu. Il n'avait pas prévu le match aller. Voilà. Donc je me dis peut-être qu'il essaie de créer un engouement. Non, justement, il essaie de créer un engouement de supporters pour réaliser quelque chose à domicile. Après, moi j'ai été beaucoup déçu de cette équipe de Villa Park, même si pendant 90 minutes ils avaient des allures de Dunkerque, mais pendant 10 minutes où moi j'étais assez subjugué. Je me suis dit pourquoi Unai Emery n'a pas capitalisé sur ce style de jeu où dans les transitions offensives c'était limite le Bayern d'Hansi Flick. Tu vois ce que je veux dire? Donc notamment sur le but où en 4-5 passes sur le but de Morgan Rogers ils se sont retrouvés dans la surface du Paris Saint-Germain. Donc je me dis pourquoi ne pas exploiter justement ces failles-là? Je me fais un peu avocat du diable. Et après c'est pas la mer à boire de but à remonter.
Voilà, c'est les 2 buts à remonter. C'est la différence entre le brut et le net. Moi, je me réveille tous les matins quand je vais au bureau. C'est justement pour remonter 2 buts aussi. Je vois ce que je veux dire. Tu vois, donc c'est tout à fait jouable. Il y a une histoire à prouver qu'il y a eu il y a eu des remontadas entre guillemets, beaucoup plus compliqués que ça, avec ce critère de but à l'extérieur, etc. Donc c'est tout à fait réalisable. La journée de demain ira très bien à Mourad, voilà, avec ses fameux blagounettes à l'anglaise. Faudra bien le surveiller sur les réseaux sociaux, ce Mourad. Solal, on t'écoute. Oui, avant bien le sûr, G-Time. t'as dit un mot qui est important, Bilal. Je pense tu as dit en tout cas qu'il faut respecter cette équipe de Birmingham. Bah oui, on sait jamais. Non, pas Birmingham. Aston Villa. Birmingham, c'est la ville. Aston Villa. Alors, Birmingham, non, mais juste pour, parce que Solal est jeune aussi. Birmingham, non, mais c'est vrai. Il a une très grosse culture foot. Je sais qu'il est très orienté. Meilleur Espagne, joueur, lors Italie, du dernier match. Et c'est un super joueur sur le terrain aussi. Mais juste pour dire, la Birmingham, principalement, ces 2 gros clubs, c'est Birmingham City Football Club et Aston Villa. Et lorsqu'on prend le pouls des médias, etc., en disant Birmingham attend la venue du Paris Saint-Germain avec impatience, Birmingham City veut la qualification du Paris Saint-Germain. Les fans de Birmingham City, qui représentent peu ou prou la moitié de la ville. Comme d'habitude. Ancien club de Jude Bellingham, etc. Comme certains clubs français aussi. Alors. Aussi. Donc merci pour la rectification. Donc peu ou prou, c'est vrai que Bilal a dit qu'il fallait respecter cette équipe d'Aston Villa, et je trouve ça intéressant que tu mentionnes en tout cas ce terme de cette manière-ci, parce que c'est vrai que déjà pour les clubs français, ce mot est revenu beaucoup dans la bouche des différents entraîneurs qui ont rencontré le Paris Saint-Germain, et donc ces entraîneurs-là disaient que ce qu'ils avaient apprécié avant tout de ce Paris Saint-Germain, c'est que même dans l'adversité, avec un écart de niveau considérable, le Paris Saint-Germain avait joué avec beaucoup de respect, c'est-à-dire à 100% de ses qualités, et ça nous a réservé parfois des 7-0 face à Brest en LDC ou d'autres parcours. Maintenant, pour revenir sur cette phrase que tu dis, Bilal, dans le respect, c'est aussi une phrase qui sonne particulièrement dans mon oreille, parce que c'est vrai que à une époque, ou en tout cas pendant la majeure partie de ces années Qatari, ce respect-là se plaçait plutôt de l'autre côté. C'est-à-dire que les clubs européens avaient l'habitude de rire au nez du Paris Saint-Germain de par leurs différents parcours en Ligue des Champions, mais aussi parce qu'il y a un traumatisme légitime le niveau qu'ils ont. Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain se classait peut-être en mauvais petit canard, en Calimero de cette Ligue des Champions. Et là, on espère la bonne. Je le dis encore, et je finirai sur ça. C'est vrai que pour moi, une Ligue des Champions sans le Paris Saint-Germain, qu'on soit français ou non, c'est pas une réelle Ligue des Champions, parce que cette équipe vient rajouter du peps, parce que c'est surtout aussi une équipe qui fait la une des journaux. Mais je pense que le respect a un peu changé de côté, et que pour une fois, on va voir. Pour une fois, ça va dans le sens du Paris Saint-Germain que l'on connaît depuis le match face à Manchester City. On verra bien avec toi, HD, et aussi Mourad. Réaction avant le tea time. Oui, par rapport au Paris Saint-Germain, je pense que le temps va jouer pour le Paris Saint-Germain. Plus, le score est en faveur du PSG au fur et à mesure du match. S'ils résistent bien, ça sera en la faveur des Parisiens. Donc voilà, ils ont tout intérêt à jouer leur jeu, à être sûrs de leur force, comme ils l'ont fait à Anfield, comme ils l'ont fait, comme ils savent le faire aussi dans d'autres matchs de Ligue des Champions, notamment à Newcastle, à St James Park aussi. Donc voilà, il faut y aller avec l'envie de se qualifier, et faire abstraction de ce qui s'est passé par le passé, parce que des remontadas, des 2 buts à remonter, je me souviens d'un PSG Chelsea en 2014. Il s'assure la victoire à domicile, je crois que c'est 3-1, et après au retour c'est beaucoup plus compliqué. C'était le Chelsea de José Mourinho, et il y avait la règle du but à l'extérieur. Juste rappeler effectivement que la remontada sur un 2-0, faire attention. On va vers les prolongations puis les pénaltys. Ce qui est bien avec ce PSG, je crois qu'ils se font respecter aujourd'hui, c'est parce qu'on ne les attendait pas après avoir vu la phase de qualification. Ça joue bien Paris. Mais ils ont énormément du mal à se qualifier. Ou même depuis le départ d'Mbappé aussi. Et on oublie assez rapidement effectivement que le mal qu'ils ont eu pour se qualifier pour cette 12e phase. Après, juste rappeler qu'il y a pratiquement une équipe qui est déjà qualifiée, que c'est le Barça, qui va jouer après Barcelone, puisqu'ils avaient battu 4-0 Dortmund. Il y a cet autre match entre l'Inter et le Bayern de Munich dans l'autre partie du tableau. Et je vous dis ça à cause justement du PSG. Quand vous regardez les équipes qui restent, ce sont quand même des grosses équipes. C'est vrai que peut-être, paradoxalement, ce sont les 2 Anglaises, Aston Villa et Arsenal, qui a priori on n'imaginait pas à ce niveau-là, mais là, on le voit qu'ils sont en train de lutter pour la Champions League, donc dans leur championnat. Mais c'est que ça reste quand même 8 équipes très puissantes, et n'importe lesquelles,
sur Dortmund pourrait passer. Rapidement avec toi, HD. Allez, pour terminer, retrouver le tea time. Deux choses. Je pense que le PSG doit gagner ce genre de match avec une certaine marge parce que on a vu par le passé, rien que la saison dernière avec Dortmund, vous avez des matchs où le Paris Saint-Germain, enfin des doubles confrontations où le Paris Saint-Germain doit passer et en fait ils y arrivent pas. Donc c'est aussi le PSG qui doit quelque part reconstruire son histoire dans cette compétition, comme il avait pu le faire dans les années 90. C'est ça. Et voilà, et dans ce type de match, ils doivent passer à Aston Villa et c'est normal, c'est dans la logique. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose sur le match de demain, la difficulté que va avoir Aston Villa, c'est que plus ils vont ouvrir le jeu, plus ils vont se mettre en difficulté et ils vont être obligés d'ouvrir le jeu s'ils veulent revenir au score. Donc pour moi ça va être ça un peu l'équation. Moi je pense que ça va être la stratégie d'Aston Villa, ça va être déjà de gagner demain et plus si affinité au fur et à mesure du match. Toujours l'argent matrimonial. Parce que sinon s'il s'ouvre trop tôt, ça peut le retour de flamme peut être violent. Allez, on se retrouve. Vas-y Sola. Et le tea time. Mourad est prêt. Deux petites réflexions qui se rapprochent plus de l'anecdote qu'autre chose, mais déjà pour le Paris Saint-Germain, j'aimerais que Arsenal se qualifie face au Real parce que je pense que les Anglais se sont pas mal moqués de nous et que là Manchester City, Liverpool, Aston Villa, on a 2-3 trucs à régler contre Arsenal. Juste donnez-les nous. On va tester 2-3 trucs. Je pense que ça pourrait le faire. Et le dernier point que j'aimerais aborder et qui s'approche plus d'un point anecdotique, c'est que souvenez-vous Bayern Munich face à Inter de Milan, forcément ça vous rappelait un grand match. On a eu la semaine dernière le même match version 2025 et donc voilà, au niveau des coïncidences, c'est quelque chose qui m'a marqué, Bilal, très rapidement, c'est que le but qui est marqué à la fin par Fratesi est marqué à la même minute, à la même seconde, avec le même sponsor en fond. Donc franchement des fois il y a des coïncidences qui trompent pas. Je mets ma pièce sur l'Inter. Psychologique. Alignement des planètes, regardez pas trop ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux parce qu'il y a et pareil, on est déjà envahis quand même, hein. C'est, il y a n'importe quoi. Alors, on va retrouver le tea time de Mourad, c'est la dernière rubrique de cette émission, c'est parti. Tea time avec Mourad. Eh oui, Mourad, quoi de neuf du côté de la Première Ligue ce week-end? Alors, Bilal, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un point 100% Première Ligue. Sur les précédents tea time, on avait évoqué le départ prématuré de Kevin De Bruyne en fin de saison. On a débriefé la FA Cup, on est revenu sur son histoire. On a même zoomé sur Arne Slot. Mais aujourd'hui, j'avais envie de rendre hommage à ceux qui font vibrer la Première Ligue semaine après semaine. Et c'est les joueurs africains de Première Ligue. Alors justement, il y en a un qui est tout en haut. Voilà, on va dire que c'est le leader de ces joueurs africains, c'est l'immense Mohamed Salah, le roi d'Anfield. Alors cette semaine, il a été justement, et tout simplement, il est en train de marcher sur l'histoire de la Première Ligue, puisqu'il est impliqué sur 45 buts cette saison. Donc c'est sur une seule saison, c'est 45 implications, donc 27 buts et 18 passes décisives. Donc c'est mieux que Thierry Henry en 2002-2003 et mieux qu'Erling Haaland la saison dernière. Et en prime, il vient de prolonger son aventure avec Liverpool. Donc c'est plus qu'un joueur, c'est un monument du côté de la Première Ligue. Et le fait que ce soit un joueur africain, ça je voulais justement mettre l'accent là-dessus. Ensuite, il y a le stratosphérique Mohamed Salah, mais il y a les Africains du quotidien, du côté de la Première Ligue. Et eux aussi, je voulais leur rendre hommage. Alors, quand on regarde semaine après semaine, week-end après week-end, de Première Ligue, il y a des Africains qui s'illustrent. Et hier, il y a eu Abdoulaye Doucouré, l'international malien d'Everton, qui a encore été décisif à la 94e minute, contre Nottingham Forest. Et ça, c'est son truc à lui, Abdoulaye Doucouré. Je sais pas si vous suivez la Première Ligue, à chaque fois, il est sur des late minute goals, des buts assez ultra clutch, où il délivre les Toffees. Et là, c'est encore arrivé hier. Il y a eu aussi Arsenal-Brentford. Et là, ce week-end, on était carrément sur un doublé africain au niveau du tableau d'affichage. On a eu alors je sais pas si vous avez sûrement suivi Arsenal Real Madrid, et il y a un joueur qui s'est illustré, c'est l'énorme pieuvre ghanéenne, c'est Thomas Partey qui a inscrit son 3e but en Première Ligue. Donc lui aussi, international africain, qui fait aussi les beaux jours de la Première Ligue. Et il y a un autre joueur aussi que je voulais souligner, qui a illustré et rendre hommage aussi, parce qu'il a eu des complications et des difficultés, je ne sais pas si vous vous souvenez, à travers un fait divers lorsqu'il évoluait à Lorient il y a quelques années. C'est Yohan Wissa. Yohan Wissa, c'est un peu le joueur de l'ombre. On en parle très peu, l'ancien Lorientais, mais il est quand même à 16 buts en Première Ligue.
Voilà, donc c'est pas rien, c'est devant des Cole Palmer, devant des Holly Watkins, devant des Luis Diaz qui sont plébiscités semaine après semaine dans la presse, que ce soit dans la presse européenne ou dans la presse anglo-saxonne. Et Yohan Wissa, l'international congolais, il est à 15 buts en Première Ligue. Donc ça aussi, je voulais lui rendre un petit hommage. Et que dire aussi de l'international algérien, le latéral gauche, Ryan Aït-Nouri. Alors lui, il va sûrement quitter les Vols cet été, mais statistiquement, c'est simple. Aucun défenseur en Première Ligue n'a été impliqué sur plus de buts que lui cette saison. Il a 4 buts et 6 passes décisives. Donc voilà, Ryan Aït-Nouri, pour ceux qui connaissent pas, c'est un latéral gauche moderne, Joga Bonito. Il est simplement incroyable à regarder et à évoluer semaine après semaine en Première Ligue. Donc voilà, c'était simplement un petit hommage aux joueurs africains qui font aussi la Première Ligue. Et je voulais ouvrir un débat avec mes collègues aussi autour de la table. Peut-être qu'on pourra en discuter, mais aussi avec les auditeurs s'ils veulent appeler. Ouais. C'est selon vous, qui est le plus grand joueur africain de l'histoire de la Première Ligue? Certains diront Mohamed Salah, incontestablement, même si c'est pas mon cas. D'autres diront Yaya Touré, Riyad Mahrez pour les plus chauvins comme moi. Oui. Et il y a aussi d'autres joueurs, des internationaux nigérians qui ont fait les beaux jours de la Première Ligue comme Nomko Kanu ou Augustin Djedje Okocha. C'est vrai, Kocha. Donc voilà, ouvrir un petit débat. Si vous avez un petit nom à nous communiquer, peut-être qu'il y en a qu'on n'a pas identifié. Voilà, des joueurs africains qui ont fait les beaux jours de la Première Ligue. Donc prêt à en débattre avec grand plaisir sur Time Sport. Tea Time avec Mourad. Avant la fin de cette émission, justement, le Tea Time qu'on pourra retrouver dès la semaine prochaine avec toi, Mourad. Ça me fait sourire, mais c'est vrai, chercher d'autres joueurs tels que on a l'habitude, Riyad Mahrez, Mohamed Salah ou encore, c'est Nordine qui nous écoute ce soir et il nous dit Mourad, il a oublié Didier Drogba. Voilà, exactement. Didier Drogba pour Nordine. Voilà. Merci comme quoi, beaucoup, Mourad, Nordine. La chronique, le Tea Time est assez soutenue et écoutée. Je l'ai volontairement oublié. Didier je me suis dit, Drogba. Je l'ai volontairement oublié. L'ancien je me suis dit Marseillais qu'il y a aussi. des supporters de l'homme autour de la table et ils vont quand même me le rappeler. C'est vrai. Tu vois, et là, Drogba. Bilal, c'est pour ça que je doute de ton supporterisme marseillais. En tout cas, merci Nordine. Oui, ça y est. Il n'y a plus de supporters là, c'est la crise. Non mais c'est vrai, on avait Drogba, on avait par exemple aussi. Essien, j'aimais bien aussi avec Chelsea aussi. Ça fait les beaux jours de pas mal de joueurs. C'est vrai que un joueur peut-être avec Drogba a quand même quelque chose de plus dans le sens c'est quelque chose. Il faisait aussi, il était un grand joueur, il a beaucoup donné, je dirais. mais il faisait aussi les spectacles, aussi bien à l'intérieur d'un terrain qu'à l'extérieur, et notamment on le voit souvent donc ces dernières années avec notamment la présentation des Ballons d'Or auquel il s'attelle depuis quelques années. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui a un statut très particulier, très aimé en Angleterre, mais aussi très aimé du côté français. Donc et ça lui donne peut-être pour les Français un peu plus de charisme, puisque Mohamed Salah n'a pas évolué dans le championnat français. Mais ce qui est quand même assez intéressant, effectivement, c'est l'importance des joueurs africains dans le championnat anglais. Dans le championnat espagnol, il y a moins des joueurs africains. Adebayor a fait le transit. Il y en a moins. Mais c'est vrai que leur impact est beaucoup moins important qu'il ne l'est dans le championnat anglais. Et il y a eu quand même, effectivement, un nombre important quand même des joueurs africains qui sont passés. Mais le fait que pendant très longtemps, le championnat espagnol a été plutôt un championnat avec des joueurs espagnols, puis des joueurs latino-américains, a peut-être fermé ses portes aux joueurs africains. Mais j'ai quand même un nom. Frédéric Kanouté? Non. Nordine Naibet? Quelqu'un qui était le premier joueur africain à avoir joué dans les années 70 du côté des Valence, notamment, c'était Keita. Keita, décédé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois ou l'année dernière, et qui avait été le premier joueur africain à jouer avec Valence, et qui, moi, jeune enfant à l'époque, dans les années 70, j'avais trouvé ça merveilleux de voir un Africain jouer à Valence et vêtu des blancs. Tout blanc vêtu. Mais on était vraiment enchantés de ce joueur. Magnifique personnage. Il y a énormément de joueurs africains qui sont passés par l'Espagne, mais qui n'ont laissé aussi la même empreinte que du côté de l'Angleterre. Allez, HD, on termine cette émission. Aussi, on l'a fini. Que les joueurs africains, en Première Ligue, ils illustrent ce qui est devenu la Première Ligue. C'est-à-dire que on peut prendre l'exemple de Mohamed Salah, Didier Drogba, c'est la même chose. C'est des joueurs qui ont commencé dans un autre championnat, qui ont explosé en dehors de l'Angleterre, et qui en fait finalement en arrivant en Angleterre ont gagné les galons de joueurs de niveau international, même s'ils avaient peut-être déjà ce niveau-là avant. Mohamed Salah, ça a été par exemple c'est l'AS Roma, Drogba Marseille,
Voilà, enfin, et Riyad Mahrez, Le Havre. Ouais. Yaya Touré, il était déjà installé au Barça, mais bon, c'est quand même un parcours incroyable. Mahrez, c'est peut-être une histoire différente parce qu'effectivement, comme il est arrivé à Leicester, qui est un club de second plan en Angleterre, parce qu'ils ont fait leur titre qui est sorti de l'ordinaire, un peu comme ce qu'avait fait Blackburn. Voilà. Mais en termes d'exploit et d'accomplissement, c'est peut-être le meilleur coup qu'un joueur africain n'ait jamais réalisé en Première Ligue, ou même en Europe. C'est pour ça que je dis que Riyad Mahrez, légitimement, il peut entrer dans le débat. On l'avait suivi de près, moi et HD. En tout cas, pour moi, ce qui est clair, c'est que les joueurs africains participent aussi à cette position qu'a la Première Ligue en Europe de championnat numéro 1. C'est-à-dire que voilà, on se construit quelque part et ensuite on vient en Angleterre. Et les joueurs africains en particulier sont un exemple de ça. Il y a aussi, et là je rejoins HD, il y a aussi la fanbase africaine qui est très présente autour de la Première Ligue. Quand on voit les supporters d'Arsenal au Kenya, les supporters de Chelsea au Nigeria, les supporters de Manchester United en Afrique de l'Est. Et donc il y a une fanbase incroyable en Afrique, donc c'est tout à fait légitime que la Première Ligue rende à l'Afrique le fait d'avoir des joueurs africains installés et qui font la pluie et le beau temps. Aussi. On a de ce championnat. Solal, on termine avec le système de Mourad. À Sadio Mané Prime qui était hallucinant, c'était joueur de PlayStation et sinon je peux pas citer tout le monde. Kalidou Koulibaly. Non, parce que tu posais la question. C'est vrai. Kalidou Koulibaly, mais là il a pas joué assez longtemps. Adebayor aussi. Qui je pense s'inscrit dans la lignée des défenseurs qui ont inspiré beaucoup en Afrique aussi, parce qu'on parle souvent des attaquants. La preuve en est, et j'aimerais quand même remercier aussi Kalidou Koulibaly pour son sérieux défensif malgré une courte période à Chelsea. Ouais, exactement. C'est bien dit. Ouais, c'est trop court Kalidou Koulibaly, mais on saluera quand même son passage. Il faut Mourad, on salue le passage de tout le monde, de tous ces joueurs. Exactement, mais t'as cité Emmanuel Adebayor aussi. Adebayor, il a laissé une empreinte incroyable du côté de la Première Ligue. Il faut s'en souvenir. Notamment son passage douloureux entre Arsenal et Manchester City. Et il faut s'en souvenir de ces joueurs-là, faut pas les oublier. Comme nous disait l'illustre Didier Roustan, qui nous pensons, ne jamais oublier combien de Diego Maradona sont passés au travers aussi. C'est Diego qui le disait, c'est pas moi. Un grand merci. Le football à la mémoire courte, bien. Et c'est pas le poisson rouge qui a la mémoire courte, je te le dis. Non, ça a été confirmé. Non, pas du tout. Mourad, on pourra le retrouver. Même les éléphants parfois, les éléphants de Côte d'Ivoire, peuvent avoir la mémoire courte, comme Didier Drogba. T'es vrai pas un éléphant, Mourad, reste avec nous. Un grand merci à toi, Mourad, à Juan Rossé, tout souriant, et à HD aussi, de nous avoir rejoints. Ça fait tant plaisir, à Karim, et aussi à toute la famille Time Sport d'écouter, d'entendre HD le lundi soir avec Mourad. À la réalisation, à la personne de Solal. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.